Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était d'être un soldat transporté directement au combat par hélicoptère? Eh bien, aujourd'hui, vous allez découvrir à quoi ressemblait vraiment leur travail et pourquoi c'était bien plus effrayant que dans les films. Commençons. Pendant la guerre de Corée, les États-Unis ont été impressionnés par l'efficacité des hélicoptères. Même s'ils n'étaient pas le moyen le plus sûr de transporter des personnes, ils ont montré un potentiel remarquable dans les guerres sans ligne de front clair, où le terrain rendait impossible l'utilisation de l'armée de manière traditionnelle. La guerre du Vietnam l'a prouvé, puisque les États-Unis ont déployé environ 12 000 hélicoptères, dont près de la moitié ont été détruits pendant le conflit. Cependant, la mobilité aérienne allait devenir une nouvelle tactique révolutionnaire qui pour la première fois combinait hélicoptères et infanterie dans un combat direct. Son premier test à grande échelle est venu lors de l'opération Chopper, quand des hélicoptères américains Chevington et un Shawnee ont été utilisés pour larguer plus de 1000 parachutistes de l'ARVN dans une attaque contre des positions Viet Cong près de Saigon. Ils ont réussi à surprendre complètement l'ennemi en attaquant depuis une direction inattendue et ont terminé la mission avec succès. Puisque dans la guerre du Vietnam, les routes étaient difficiles, souvent impossibles pour les véhicules lourds et propices aux embuscades, les hélicoptères ont assumé le rôle de transport des troupes et de leur fourniture d'appui-feu direct. Cependant, les Vietnamiens allaient rapidement comprendre cette nouvelle tactique et développer des contre-mesures qui allaient rendre leur travail extrêmement dangereux. Même avant le Vietnam, la 11e division expérimentale d'assaut aérien a été formée avec l'idée d'introduire cette nouvelle tactique dès le départ. Bien qu'elle ait eu de nombreux défauts pour combattre traditionnellement contre des armées entières, elle était idéale pour combattre les formations de guérilla qui allaient caractériser la guerre du Vietnam. Peu après, la célèbre première cavalerie a été recréée avec des recrues de la 11e division d'assaut aérien et immédiatement envoyée au Vietnam. La première division de cavalerie avait été formée à l'origine dans les années 1920 comme unité de cavalerie à cheval traditionnelle. Elle s'est battue tout au long de la Seconde Guerre mondiale et plus tard de la guerre de Corée en tant qu'infanterie, mais a gardé son nom historique. Et quand la guerre du Vietnam a commencé, ce n'était pas différent. Seulement cette fois, au lieu de chevaux, ils montaient des hélicoptères, officiellement désignés comme la première division de cavalerie aéromobile. Grâce à cette tactique, les soldats n'avaient plus à porter de lourds sacs pendant des semaines et à marcher des kilomètres pour atteindre leur destination. Ils n'avaient même pas à sauter comme des parachutistes. Au lieu de cela, ils arrivaient frais et prêts, livrés directement au combat par hélicoptère. Bientôt, de nombreuses autres unités ont commencé à servir comme infanterie aéromobile, même si elles n'avaient pas été formées à l'origine dans ce but. Les fameuses divisions aéroportées, la 173e et la 101e, au lieu de sauter en parachute, étaient maintenant également livrées au combat par hélicoptère, et bientôt les unités d'infanterie standard également. Le cœur de la tactique aéromobile est l'assaut aérien, qui permettait aux soldats de contourner les jungles denses, les rivières et les montagnes, et d'atterrir directement en territoire ennemi, en espérant les prendre par surprise. En pratique, cependant, c'était loin d'être sûr et simple. L'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong se sont rapidement adaptés à ces nouvelles méthodes et sont devenus experts dans l'utilisation de pièges et d'embuscades. Alors, à quoi ressemblait un assaut aérien typique? Des hélicoptères Yuan Hui, volant en formation serrée, transportaient une section de 10 à 12 soldats entassés dans des baies ouvertes, avec leurs jambes souvent pendantes à l'extérieur. Si vous vous demandez si quelqu'un pouvait tomber, la réponse est oui, et cela s'est produit pour diverses raisons. À leur côté, des CH-47 Chinook pouvaient transporter des fournitures supplémentaires ou même de l'artillerie, tandis que des Huey armés et plus tard des hélicoptères de combat Ahun Cobra fournissaient un tir de couverture et nettoyaient la zone d'atterrissage. D'abord, les hélicoptères de combat balayaient la zone d'atterrissage avec des mitrailleuses, des miniguns, des roquettes et des grenades. Cela aidait également à activer les pièges cachés ou les mines. Parfois, ils installaient même une fausse zone d'atterrissage pour ensuite atterrir ailleurs afin de tromper l'ennemi. Ensuite, les hélicoptères de transport s'approchaient rapidement de la ZA l'un après l'autre, n'atterrissant que brièvement pour que l'infanterie puisse sauter avant de redécoller pendant que l'hélicoptère suivant prenait sa place. Très souvent, cela se passait sous un feu ennemi intense, ce qu'on appelait des ZA chaudes, l'une des expériences les plus effrayantes possibles. Un pilote vétéran a rappelé qu'il avait besoin de toute la force du monde pour pousser le manche vers le bas et abaisser son hélicoptère dans le nuage de traceurs de mitrailleuses en dessous. Pendant l'atterrissage, les hélicoptères et les soldats étaient extrêmement exposés et vulnérables aux armes légères,
sans parler des armes plus lourdes, et les issues catastrophiques n'étaient pas rares. De nombreux hélicoptères ont été abattus avant même de pouvoir déployer leur infanterie ou en essayant de les extraire, parce que les hélicoptères étaient parfois pilotés par des pilotes très jeunes et inexpérimentés. Certains âgés de seulement 18 ans, les accidents et les collisions étaient fréquents. Volant en formation serrée sous une pression immense, ils pouvaient voler dans les rotors et hélices les uns des autres, causant de graves dommages ou des crashs. L'ennemi a rapidement appris comment attirer les Américains dans des embuscades ou prédire où ils atterriraient. Les Viet Cong attendaient en embuscade autour des zones d'atterrissage avec des mitrailleuses, des canons sans recul et des armes anti-aériennes. Leurs mitrailleuses de calibre 51 étaient particulièrement mortelles pour les hélicoptères. Une stratégie favorite était d'attirer les troupes américaines dans des zones minées et des zones de tir croisés, préparées, où des canons anti-aériens étaient positionnés. Ils savaient exactement quels hélicoptères cibler et quand pour perturber les Américains autant que possible. Ils étudiaient les tactiques américaines et pouvaient souvent prédire les prochaines étapes, comme l'arrivée d'hélicoptères, de ravitaillement ou d'évacuation sanitaire. Pourtant, on dit que 9 fois sur 10, les hélicoptères atterrissaient quand nécessaire, quelles que soient les conditions. Les hélicoptères de combat Cobra avaient un temps de vol stationnaire nettement plus long que les Huey. Alors ils arrivaient en premier pour préparer la zone d'atterrissage, couvrir et soutenir l'atterrissage, et même rester un moment pour soutenir les soldats au sol avant de devoir se ravitailler et se réarmer. Cependant, ils étaient également vulnérables aux tirs ennemis, surtout pendant les passes de tir à basse altitude pour fournir un soutien rapproché, et ils étaient une cible encore plus grande parce que l'ennemi savait à quel point leur puissance de feu était dangereuse. Ils étaient également suivis par plusieurs hélicoptères désignés pour l'évacuation sanitaire, les fameux Dusthoff, pilotés par certains des équipages les plus courageux, crédités d'avoir sauvé des milliers de vies. Tout le concept était basé sur une vitesse extrême et une coordination, ne laissant aucune place à l'erreur. Tous les participants avaient pour instruction de ne jamais hésiter et de prendre et exécuter des décisions, même si elles étaient mauvaises, parce qu'attendre signifiait presque toujours une mort certaine ou une mission ratée. Après l'atterrissage, les soldats débarquaient aussi rapidement que possible et couraient de se mettre à couvert pour établir un périmètre et une défense. Plusieurs fois, ils étaient livrés littéralement directement au combat. S'ils avaient la chance d'éviter les pièges, ils procédaient ensuite à leur mission en fonction de leur objectif spécifique. Sur le terrain, les soldats retiraient leurs insignes brillants adorés des tireurs d'élite ennemis et les chefs restaient proches, mais pas juste à côté des opérateurs radio, car les officiers et les opérateurs radio étaient les premiers à être ciblés avec les mitrailleurs M60. À cause de cela, ils essayaient toujours de garder une formation où un seul RPG, grenade ou rafale de mitrailleuse ne pouvait pas éliminer toutes les personnes les plus importantes d'un coup. L'armée américaine expérimentait constamment de nouvelles façons créatives d'utiliser les hélicoptères. Même dans des endroits où ils ne pouvaient pas atterrir, ils pouvaient voler en stationnaire au-dessus pour que les soldats puissent descendre par des cordes ou des échelles spéciales. Cela rendait possible l'insertion de troupes presque n'importe où, surtout dans les régions de haute montagne où le Viet Cong s'était retranché, s'attendant à ce que l'ennemi vienne du terrain plus bas. Une autre tactique était les atterrissages et extractions de diversion. Les hélicoptères déposaient des troupes et les récupérèrent plus tard, mais de petits groupes de soldats restèrent derrière, cachés en patrouille d'embuscade. L'ennemi venait souvent enquêter après le départ des Américains, alors ils tombaient dans une embuscade. Les atterrissages de nuit étaient également utilisés parfois, bien qu'ils soient moins courants à cause des risques plus élevés impliqués. Comme exemple de la façon dont les choses pouvaient mal tourner lors des opérations aéromobiles, nous pouvons regarder la bataille de la Zea Albany, l'un des engagements les plus meurtriers et les plus chaotiques de la guerre du Vietnam. Elle faisait partie de la campagne plus large de la Drang. Après des combats intenses à la Zea X-Ray, 2 bataillons du 7e régiment de cavalerie ont commencé une marche tactique vers de nouvelles zones d'atterrissage pour se regrouper et se préparer à l'évacuation. Leur colonne s'étirait sur une ligne de 500 mètres alors qu'elle se déplaçait à travers une jungle dense et de hautes herbes à éléphants. Les soldats étaient épuisés, ayant passé 60 heures sans sommeil, à combattre et marcher. En essayant d'atteindre le point d'extraction, le peloton de reconnaissance est tombé sur l'ennemi par surprise, en capturant 2 d'entre eux, probablement membres d'une équipe de reconnaissance ennemie. Les éclaireurs ont également trouvé des empreintes de sandales, des flèches en bambou pointant des directions et des grains de riz dans la jungle, ce qui les a effrayés. La colonne a reçu l'ordre de s'arrêter et de préparer une défense de flanc, mais ils ne réalisaient pas qu'ils étaient à seulement 180 mètres
d'un quartier général ennemi lourdement fortifié. Les troupes épuisées étaient assises dans l'herbe haute jusqu'à la poitrine, étirées à découvert, ignorant qu'au coin se trouvèrent des centaines de combattants ennemis. Environ 1 heure après avoir capturé ces soldats, les troupes ennemies ont lancé une embuscade coordonnée en forme de L, frappant le front et le flanc de la colonne américaine. Ils se sont déversés de la jungle par centaines, s'engageant dans un combat au corps à corps et submergeant les Américains désorientés. Ils ont divisé la colonne en poches isolées et certaines compagnies ont été débordées et anéanties en quelques minutes. Alors que la bataille faisait rage, des hélicoptères américains ont essayé d'aider les soldats embusqués. Ils ont volé dans un feu nourri en essayant de les évacuer et plusieurs ont été immédiatement abattus. Certains ont atterri pour récupérer des troupes mais ont été endommagés sur le terrain et ne pouvaient plus décoller. La bataille de la Drang, dans son ensemble, a vu 16 hélicoptères détruits et plus de 125 endommagés, la Zeta Albany en représentant une grande partie. L'appui aérien rapproché est arrivé avec des A-1E, Skyraider larguant du napalm, mais les soldats américains et de l'ANV étaient si proches les uns des autres que les frappes aériennes ont causé des pertes, sans discrimination des deux côtés. Les combats ont continué dans le chaos jusqu'à la tombée de la nuit quand des renforts ont réussi à atterrir et à sécuriser un périmètre autour des survivants. Ils ont été extraits sous un feu nourri et à la fin de la journée, le 2e bataillon avait subi des pertes catastrophiques de 155 hommes tués ou portés disparus et environ 130 blessés.